Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux habitués de la Invox Academy, bonjour aux nouveaux. Je suis ravi aujourd'hui de présenter cet épisode 2 de notre série Comment aborder et fidéliser les professionnels de santé. On va parler aujourd'hui de canaux, contenu et ciblage, le triptyque gagnant pour promouvoir vos formations auprès des professionnels de santé. Et j'ai l'honneur de recevoir Guillaume Laher de la société General Electric et Eve Pierrot de la société Invivox. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous pouvez le revoir sur invox.com. Je crois qu'on va vous mettre le lien dans le chat et vous pouvez vous y inscrire. Et vous pourriez participer à l'épisode numéro 3 qui va parler d'engagement. Donc là, on est vraiment, ça sera le troisième épisode. Comme dans une série Netflix, à un moment, il y a une fin. Et on va parler de comment mieux engager vos professionnels de santé grâce à vos contenus. Et cette session se tiendra le 13 avril à midi. Pour vous donner également le programme sur la Invox Academy, on aura une prochaine session le 23 mars, donc avant l'épisode 3, qui va nous parler d'omnicanal, toujours un challenge pour la pharma. On recevra Franck Lemeur, président de Tech2Med, que beaucoup de personnes connaissent dans la pharma, et Nicolas Christol, directeur obésité et prévention chez Novo Nordisk. Et on aura l'honneur que cette session soit animée par notre chère et tendre Catherine Oluet, journaliste en santé. Voilà pour l'introduction sur notre académie. Je profite d'accueillir les nouveaux qui ne connaissent pas forcément pour parler de façon très synthétique d'Inivox, pour vous expliquer qui on est. Inivox, on est une plateforme, on est booking.com de la formation médicale. On a deux jambes, on ne travaille que dans la santé et que dans la medical education. Notre enjeu, c'est de centraliser et valoriser les contenus de formation à destination des professionnels de santé. Pour ça, on a développé une plateforme qui d'un côté permet de mettre vos contenus en avant, et puis de l'autre, d'avoir un outil qui est décerné aux équipes, aux directions marketing et direction de Medical Education pour analyser vos contenus, récupérer des données des médecins qui peuvent voir vos contenus en total RGPD. On récupère les opt-in, des données de consultation dans notre outil. Et si je dois résumer Invox en 4 bénéfices, premier point, on centralise et on digitalise votre catalogue de formation. Deuxième point, qui va être notre sujet d'aujourd'hui, on diffuse ce contenu de formation à destination des professionnels de santé à travers une méthode qui est liée à notre plateforme. Le troisième point, vous allez pouvoir capitaliser sur la data récupérée sur ce contenu à travers l'outil dont je viens de vous parler. Et le dernier point, on est une équipe de Content Factory qui est capable de vous accompagner pour réinventer vos contenus. Voilà pour l'introduction. Je vous propose d'accueillir chaleureusement Guillaume Laher et Eve Pierrot qui nous ont fait plaisir de répondre à notre invitation pour notre sujet d'aujourd'hui qui est quels sont le triptyque gagnant pour promouvoir vos contenus. Et je te propose, Eve, et ensuite à Guillaume, de se présenter à nos auditeurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Cédric. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Je m'appelle donc Eve Pierrot. Je suis directrice marketing chez Invivox et plus globalement, je travaille dans le digital depuis une quinzaine d'années. Chez Invivox, le département que je pilote a pour objectif premier de développer et de faire croître la visibilité de nos clients auprès des professionnels de santé. Merci, Eve. Guillaume, à ton tour. Bonjour à tous. Et puis tout d'abord, merci pour l'invitation à l'équipe d'Invivox, que je connais déjà depuis pas mal de temps et qui j'ai toujours plaisir à travailler et échanger. Donc moi, je suis Guillaume Laher, je travaille pour General Electric Healthcare. Je suis directeur de compte stratégique, mais ce n'est pas pour ça que je suis invité aujourd'hui. Je pense que c'est par rapport à mon ancien poste, toujours chez General Electric, où j'ai été marketing et éducation clinique aux ultrasons. Donc, vous voyez que déjà, dans la fonction marketing et éducation clinique, on est au cœur du sujet d'aujourd'hui. Et donc, j'ai eu ce poste pendant 7 ans chez General Electric. Merci Guillaume et merci Eve pour vos présentations. Vous connaissez le format, je pense tous et toutes. On est sur un format d'une demi-heure. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans la question Q&A pour qu'on puisse répondre à vos questions à la fin de la session. On peut lancer ces discussions, ces débats peut-être avec un premier sondage. Je propose de lancer ce premier sondage qui va nous permettre un peu de mieux vous connaître. On s'est présenté et donc ça permettra sûrement de connaître un petit peu vos attentes. La question, c'est de votre côté, avez-vous déjà mis en place une stratégie pour la diffusion de vos contenus? Donc, on a plusieurs réponses. Oui, non, pas encore, mais nous travaillons, ou nous l'envisageons, mais nous n'avons pas trop où commencer. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre et ensuite, on vous partagera le résultat. Ça nous permettra peut-être d'orienter justement nos débats aujourd'hui avec Guillaume et Eve à ce sujet. Je vous propose de mettre fin
à ce premier sondage. On a une bonne partie de l'audience qui a déjà répondu. Donc, à majorité, oui. Vous avez déjà mis en place une stratégie de diffusion de contenu. Donc, on a plutôt des gens qui connaissent ce sujet. Donc, on est ravis de pouvoir justement aller plus loin avec vous. Mais on voit qu'on a encore pas mal de gens qui y travaillent aujourd'hui. Donc, on espère pouvoir vous donner certaines clés et répondre à certains de vos questionnements. Le premier sondage étant répondu, lançons-nous dans le vif du sujet. Et j'aimerais me tourner vers toi, Guillaume, parce que là, on va parler de stratégie, on va parler de pas mal de comment, on va essayer de donner des clés. Mais moi, je me pose la question toujours du pourquoi. Pourquoi on met ce genre de stratégie en place? Et j'aimerais te poser la question de pourquoi, toi, chez Generictric, en 2019, tu t'es lancé dans cette stratégie de diffusion de contenu et à quel enjeu ça répondait en 2019 et peut-être auquel ça répond encore aujourd'hui pour un industriel de la santé? Dans les valeurs, et je pense que dans l'ADN de GE, il y a toujours eu la formation des professionnels de santé. C'est vraiment des choses extrêmement importantes. C'est accompagner les utilisateurs, accompagner le marché. On a la chance d'avoir des innovations technologiques régulières. Ça évolue énormément, et notamment dans l'échographie. Et donc, il faut accompagner ces techniques. Alors, ça s'accompagne par des ateliers dans des congrès, ça s'accompagne par ce qu'on appelle, nous, les Septimus, qui sont des réunions dans toute la France où il y a entre 30 et 80 participants. On va pouvoir faire des lives. Il y a vraiment différentes formes de formation qu'on a toujours connues chez GE. Et c'est vrai qu'en 2019, on s'est dit, aujourd'hui, le monde évolue, ça change. Il faut qu'on trouve des nouvelles formes de contenu sur des temps peut-être plus courts, 45 minutes, 1 heure, on en reparlera, qui soient consommables à la fois en live et puis à la fois en replay, parce qu'on n'est pas forcément disponible à cette heure-là, ce jour-là. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, la formation, c'est ce qui a, je pense, le plus de valeur. C'est extrêmement important. Et c'est vrai que tout ce qui est atelier, congrès, on n'en garde pas forcément de traces, on ne peut pas forcément le réutiliser. À l'inverse du digital, où là, ce que l'on va produire avec les professionnels de santé, on va pouvoir le réutiliser, le repartager beaucoup plus facilement. Très bien, non, mais c'est effectivement, alors toi tu t'es lancé un peu peut-être en mode précurseur en 2019. Aujourd'hui, on voit que le Covid a quand même changé beaucoup de ces pratiques-là. Donc, je pense que c'est toujours important effectivement de répondre à cette question du pourquoi. Maintenant, pour avancer un petit peu dans notre discussion, et je me tourne vers toi, Ève, peut-être de partir maintenant sur le comment. Comment on met en place ce genre de stratégie aujourd'hui dans l'industrie de la santé. Je t'aimerais te poser la question, pour toi, quelles sont les premières questions à se poser avant de se lancer et potentiellement les pièges à éviter autour de ça également? Alors, il y a effectivement des questions fondamentales, indispensables à se poser et dans l'idéal auquel il faut savoir répondre avant de se lancer dans une stratégie digitale, notamment quand il s'agit de diffuser du contenu de formation. Cédric, dans un premier temps, à mon sens, la première question à se poser va vous paraître assez évidente. Et pourtant, j'ai le sentiment que trop peu d'acteurs se la posent réellement, se challenge vraiment sur quels sont les objectifs derrière ma stratégie digitale. Pourquoi est-ce que je me lance sur le digital? Alors, il peut y avoir plein d'objectifs business différents. Est-ce que mon objectif, c'est de communiquer à un maximum de professionnels de santé et qu'ils m'associent à un produit? Est-ce que mon objectif, mon ambition, c'est tout simplement d'ajouter un nouveau relais de croissance à mon marketing actuel? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont indispensables de se poser en amont lorsque je veux lancer ma stratégie digitale. En fonction de l'objectif, vous allez toujours identifier une métrique, un KPI qui va vraiment faire foi pour confirmer ou pas si votre stratégie est efficace. En fonction de l'objectif, vous allez avoir un plan de communication, vous allez avoir des leviers d'acquisition, vous allez avoir des contenus publicitaires qui vont à chaque fois avoir leur propre spécificité, mais à chaque fois dans un objectif de répondre à un seul et même objectif. Voilà, pour éviter tout déceptif lorsqu'on lance sa campagne. Et pour faire écho à ta question, Cédric, sur la partie contenu de formation, pour moi, il est indispensable, pareil, ça fait appel à du bon sens, mais il est indispensable de se challenger sur la valeur que je vais vraiment apporter aux professionnels de santé avec mon contenu.
Vous le savez très probablement, hein, mais le professionnel de santé est un prospect qui est très sollicité, sursollicité même, hein, qui a peu de temps, qui parfois n'est pas très familier avec l'univers du digital, qui peut avoir des habitudes de consommation très conservatrices. Et du coup, il est indispensable d'identifier tous ces éléments qui caractérisent en fait du coup votre persona pour lui apporter vraiment de la valeur avec votre contenu et ce qui va faire la différence avec un concurrent. Donc, je ne vais pas m'étendre ici sur les préconisations qu'on donne généralement à nos clients dans le choix de leur contenu. Ce que je peux juste vous partager, en tout cas ce qu'on dit généralement à nos clients, c'est de toujours privilégier des contenus courts, des contenus asynchrones, des contenus responsifs, avec des vrais partages d'expériences de confrères, des fiches descriptives qui vont permettre aux professionnels de santé chaque jour d'optimiser sa pratique. Très bien, merci. Ouais, on voit que c'est effectivement assez important, hein, toute cette partie de répondre au pourquoi, de bien orienter ses bons objectifs pour justement, derrière, de pouvoir être certain que ça répond à une stratégie de société. On le voit très bien, hein, c'est souvent ça qui est extrêmement important. Et je continue un peu cette question vers toi, Guillaume. Quels ont été tes apprentissages justement, hein, dans la mise en place de cette stratégie de diffusion quand tu as lancé en 2019 voilà, aujourd'hui, 4 ans plus tard, ça t'a appris quoi? Qu'est-ce qui vous a fait évoluer chez J sur ces modèles-là? Alors, d'abord, ça a été et c'est toujours un vrai travail d'équipe. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer mon équipe. Je ne sais pas s'ils sont là en tant que participants, mais on n'aurait rien fait si on ne l'avait pas fait tous ensemble et si on en était convaincus. Surtout en 2019, parce que ça ne se faisait pas énormément à ce moment-là. Et donc, c'était un vrai challenge de changer les habitudes. Ce qu'on a tout de suite vu, c'est que le format a fonctionné. On a été impressionnés des retours quantitatifs, mais aussi qualitatifs des messages que l'on a reçus très vite, nous encourageant à continuer ce type de format et à en proposer de plus en plus. On a beaucoup appris sur le format, la date, le jour de la semaine, l'heure. Il y a énormément de variations dans les contenus. Est-ce qu'on va avoir des niveaux de contenu? Oui, effectivement, il y a en fonction de l'expertise du contenu, on va avoir plus ou moins de monde. Donc tout ça, on l'apprend en marchant. Il n'y a pas d'autre solution et on peut se tromper. On a parfois fait du contenu qui n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave parce qu'on a appris, on s'est amélioré, on a modifié nos contenus, on a créé des séries. Donc, on a vraiment travaillé à l'amélioration continue des formats, des contenus, de ce que l'on pouvait proposer. On s'est aussi aperçu que le replay est extrêmement important. En moyenne, on a à peu près 5 à 6 fois plus de replay que de live. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il faut en faire la promotion. Une fois que l'émission est passée, il y a le travail continu. Ce n'est pas simplement faire l'émission, partager le contenu et ça s'arrête là. Donc, ça permet d'amener de la nouveauté. Ça permet aussi de véhiculer l'image de l'entreprise au travers de toutes ces émissions. Et voilà, il faut commencer. Ce qu'il faut, c'est se lancer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et pour les autres, c'est de l'amélioration continue. Et tu parles pas mal effectivement d'apprentissage et voilà, nous on adore ça chez New York, le test and learn, de bien comprendre, d'analyser, de pouvoir justement se servir de cet apprentissage pour s'améliorer. Mais si je vais un peu plus loin dans la question sur la diffusion en elle-même du contenu, comment aujourd'hui, et c'est souvent une question de nos clients industriels dans la santé, comment aujourd'hui j'inclus mes forces de vente, ou mes forces terrain plutôt, dans cette stratégie de diffusion, parce que on va parler sûrement de beaucoup de canaux, des réseaux sociaux, des mailings, etc. Mais on sait aujourd'hui qu'on a quand même des gens qui sont présents dans la société pour justement diffuser l'image de la société et d'autres choses. Comment toi, tu as motivé les forces terrain à diffuser les émissions comme tu le parles, comme tu en parles très bien, de les diffuser auprès des professionnels de santé? Je vous ai parlé de l'équipe tout à l'heure, comme quoi c'était un élément clé de cette réussite, mais les forces de vente, ça en fait partie. Aujourd'hui, le besoin des forces de vente, c'est d'avoir du contenu, c'est d'avoir des messages. Or là, vous avez la chance de pouvoir inviter vos clients, vos prospects sur des émissions. Pourquoi pas organiser en région une réunion où tout le monde va regarder le contenu en même temps.
il y a beaucoup de choses possibles en termes d'animation par les forces de vente à partir de ce rendez-vous, de ce contenu. A posteriori, une fois encore, on peut partager le replay de l'émission. Et quand on a la chance, au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, d'avoir tout un catalogue, ça permet de sélectionner le contenu en fonction de l'interlocuteur et de lui proposer ce que l'on a déjà fait. Si on est client, c'est une expérience client qui est extrêmement enrichissante parce que tout au long de la vie du produit, on va avoir régulièrement du contenu qui va être proposé. Donc, je pense que c'est un argument fort de la force de vente que d'avoir ce catalogue de formation et d'éducation. Très bien, merci pour ton point, Guillaume. Peut-être qu'effectivement, on peut proposer le deuxième sondage justement sur les canaux que vous utilisez aujourd'hui pour toucher les professionnels de santé. Alors, ils sont divers et variés. On va essayer justement de rentrer dans le concret et je te laisserai, Eve, pouvoir justement peut-être commenter ce sondage et pouvoir justement, toi, te positionner sur comment bien choisir ces canaux de diffusion dans le domaine de la santé. Comment construire des messages ou des contenus sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des professionnels de santé. Je pense que c'est l'un des gros sujets aujourd'hui pour l'industrie de la santé. Donc, on va laisser encore quelques secondes aux différentes personnes de pouvoir répondre à ce sondage. Et on va pouvoir peut-être mettre encore quelques instants, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui répondent. Tant mieux, c'est assez actif. Les réponses sont plurielles, je ne vous le cache pas, mais on s'y attendait, parce qu'il n'y aura pas une seule réponse unique sur quel canal utiliser. Peut-être qu'on peut partager, arrêter le sondage. Voilà, bon, c'est assez pluriel. Alors, on voit que dans l'audience, bon nombre utilisent encore des canaux qu'on appelle offline, donc des canaux qui ne sont pas forcément digitaux, avec les congrès et les forces terrain. Et donc, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est extrêmement important dans la diffusion aujourd'hui de ces contenus-là, de pouvoir utiliser toujours ces canaux-là. Et puis ensuite, c'est assez partagé, hein. Alors, Facebook est peu utilisé aujourd'hui auprès des gens qui nous écoutent. Donc, on va pouvoir peut-être partager quelques tips autour de ça, parce que c'est l'un des canaux, nous, qu'on connaît extrêmement bien chez NVivox. Mais voilà, donc, bon, voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à commenter sur ce sondage-là, toi, Eve, quand tu vois les résultats. Non, mais je vois qu'on a effectivement un public qui est déjà très actif sur les canaux digitaux, donc c'est chouette. C'est effectivement le sujet dont on va parler. Bon, sur les canaux digitaux, à savoir qu'il n'y a pas du tout de bonnes ou de mauvaises réponses, évidemment, puisqu'il n'y a pas, en fait, tout simplement de bons ou de mauvais canaux digitales, hein. Donc, à chaque canal, sa spécificité. Si tu veux que je développe davantage, Cédric. Ouais, vas-y, tu as la parole, avec grand plaisir. C'est tout l'enjeu. Je pense que nos auditeurs sont à l'écoute de ce que tu peux partager sur ces canaux. Alors, effectivement, chaque canal d'acquisition a sa spécificité, a son avantage, a sa pertinence. Chaque canal d'acquisition a également ses contraintes qui lui sont propres. Mais surtout, en fait, pour chaque spécialité, il y a un canal d'acquisition qui lui correspond davantage. Je ne vais pas m'adresser de la même façon par rapport à un prospect. J'ai évidemment un canal d'acquisition qui va être toujours plus pertinent / rentable. Je ne m'adresse pas de la même façon et je ne vais pas aller chercher au même endroit un médecin généraliste, un infirmier et une cardiologue, par exemple, hein. Donc, le public cible que j'ai en face va en fait tout simplement déterminer le canal d'acquisition que je vais choisir. Mais très globalement, pour répondre à cette question et par rapport à mon expérience des levées d'acquisition et pour commenter du coup les réponses du sondage, alors Meta est effectivement très populaire chez NVivox. On aime beaucoup ce lever d'acquisition. C'est utilisé par 70-80% des Français. On ne prend pas beaucoup de risques. Et l'avantage avec Meta, c'est qu'avec un budget limité, on a vraiment la possibilité d'atteindre une population extrêmement large. Donc, très, très vite, on donne un maximum de visibilité à sa campagne. Attention cependant avec Meta à votre ciblage. Le ciblage maintenant sur Meta se fait par centre d'intérêt. Donc, effectivement, on peut prendre le risque parfois de communiquer à un prospect qui n'est pas forcément dans son public cible. LinkedIn, chez NVivox, on aime beaucoup également, à savoir que 45% des Français, soit presque 45% des professionnels de santé, pardon, donc soit un professionnel de santé sur deux a un compte
LinkedIn. C'est donc complètement un levier incontournable, indispensable dans sa stratégie d'acquisition. On aime beaucoup LinkedIn par la qualité de son ciblage. Contrairement à Meta, on a la possibilité encore sur LinkedIn de pouvoir faire un ciblage par métier. On ne prend donc aucun risque lorsqu'on cible ses prospects. Cependant, attention aux coûts sur LinkedIn qui peuvent parfois être assez vite onéreux. Très important aussi de ne pas saturer son audience. Il ne faut pas inonder le professionnel de santé. Et puis, concernant la partie emailing, Cédric, évidemment, l'emailing, voilà, c'est le levier d'acquisition le plus rentable. Il faut évidemment avoir derrière une stratégie de contenu efficace et surtout, bien sûr, une base de données suffisamment dense pour que cette campagne soit rentable. Merci pour tes points. Je partagerai alors d'abord, tu as utilisé le mot méta, je préfère le préciser pour tout le monde parce que c'est peut-être pour certains, méta, ils vont se demander ce que c'est. Méta, c'est Facebook et Instagram, pour information. C'est peut-être passé pour certains un peu à la trappe, mais pour être très précis dans ce que tu expliques. Moi, je partagerai, je me permets, pourtant je suis plutôt dans le rôle de maître de cérémonie, mais j'étais assez surpris. Moi, je suis arrivé chez New York il y a 3 ans. Moi, je travaillais pendant une dizaine d'années dans l'industrie du device, notamment auprès des radiologues. Aujourd'hui, les radiologues, on se dit, bah, voilà, c'est des gens qu'on peut effectivement cibler via du mailing, sur peut-être LinkedIn. Aujourd'hui, il faut savoir que 2 tiers des inscrits sur Univox en radiologie viennent du canal Facebook. Et je trouve que c'est un argument assez fort parce qu'aujourd'hui, on a 90% de la base des radiologues français sur Univox. Et pour autant, en fait, on voit bien que c'est vraiment cette stratégie d'omnicanalité, et à travers d'autres réseaux qui porte vraiment ses fruits. Et parfois, on pense que sur certains réseaux, on est parfois limité ou que les professionnels, on ne va pas y trouver. Mais en fait, voilà, c'est un vrai métier d'expertise sur lequel, une fois bien maîtrisé, on peut vraiment bien toucher nos cibles. Donc voilà, je me permettais juste de compléter ça, si tu le permettais, Eve, parce que voilà, pour avoir été, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière, en étant été sur le terrain dans l'industrie, j'y croyais pas au départ et au final, voilà, la data a démontré le contraire. Donc c'est pour ça que je partageais ce point-là. Il est indispensable de bien connaître le prospect qu'on a en face. Vraiment, le persona, c'est vraiment la base, puisque en fonction effectivement de ses habitudes de consommation, on va vraiment actionner un levier plutôt qu'un autre. Très bien. On s'est un peu posé la question du pourquoi, on est rentré un peu dans la question du comment. Je me retourne vers toi, Guillaume, parce que je pense qu'on aura des questions dans ce sens-là dans l'auditoire. C'est se poser la question de comment aujourd'hui, une fois que je mets cette stratégie en place, comment je la mesure, comment je mesure son efficacité pour répondre à mes enjeux business, dans mes enjeux d'industrie de la santé. Je ne sais pas, est-ce que tu as des choses à nous partager sur à peu près ce point-là? Oui, et ben, là aussi, il y a une gradation. C'est-à-dire qu'au début, ce qu'on va voir, c'est combien j'ai d'inscrits, combien j'ai de personnes au live, combien sont venus, combien de temps ils sont restés en moyenne. Au début, on a ce type d'informations. Alors, c'est déjà très enrichissant de se dire on a eu 500, 600, 700 inscriptions, on a un taux de capture de temps sur le live. Donc, ça, c'est un bon début. Mais très vite, l'enjeu, il est plus forcément là, et il est d'aller vraiment participant par participant. Donc là, ça demande de mettre en place des outils particuliers, une méthodologie particulière pour que chaque invitation soit unique, plutôt qu'un lien complètement ouvert. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est la base. Et après, ça, c'est ce qui se fait de plus en plus, ça va être la connexion avec le CRM, et on va pouvoir faire une vraie analyse participant par participant. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que je pense que dans le marketing, on a heureusement dépassé le mass marketing. Aujourd'hui, on pouvait envoyer la même chose à tout le monde, mais là, on va pouvoir personnaliser nos propositions de contenu. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a rien de plus désagréable que de recevoir un contenu qui ne vous correspond pas du tout. Parce que là, vous vous dites, la personne qui m'a envoyé ça, elle ne me connaît pas. Ce qui est potentiellement vrai, mais pour le coup, on n'y prête pas attention parce que ça ne nous touche pas, tout simplement. Donc là, le vrai enjeu, c'est vraiment cette connexion, c'est vraiment de pouvoir capturer ces datas, de les utiliser. Et c'est quand même pas simple. Il ne faut pas penser que ça se fait facilement comme ça, mais c'est clé. C'est clé pour la réussite de ce type de projet.
Il y a une question qui me vient à l'esprit, peut-être que ça serait intéressant justement de partager un minimum, si tu le veux bien, Guillaume, l'organisation de l'équipe marketing chez Dee. Enfin, il y a combien de personnes qui travaillent justement sur cette analyse-là, sur ces rapports d'activité autour de cette medical education? Si tu peux nous partager quelques éléments autour de ça. Alors, j'ai pas d'éléments précis parce que, en plus, on travaille en matriciel chez GE. Donc, il y a des organisations qui sont globales, GE. Après, il y a des organisations par modalité. Forcément, on a la chance d'être nombreux et d'avoir des outils globaux. Donc, ça, c'est une force pour nous. Donc, je ne saurais te dire exactement, mais oui, il y a du monde effectivement pour travailler sur ces sujets-là. Après, c'est des sujets qui peuvent être délégués à des tiers, hein. C'est pas forcément, si on n'a pas les ressources en interne, je pense qu'il faut être capable de déléguer, de choisir un bon partenaire, parce que là aussi, il y a des notions de RGPD, il y a beaucoup de notions importantes et à respecter pour l'ensemble des entreprises. Mais c'est un sujet qui peut être externalisé. Et au contraire, des fois, il y a des expertises qu'il faut aller savoir chercher à l'extérieur. Ouais, très clair, très clair sur ton point, Guillaume. On a pas mal de questions dans le chat, mais avant d'y répondre, il y a une dernière partie que je voulais évoquer avec vous, parce que je pense que c'est toujours bien de se projeter un petit peu dans l'avenir. On voit qu'il y a quand même pas mal de chamboulements aujourd'hui sur la façon de toucher les professionnels de santé, et je pense que c'est un des critères les plus importants aujourd'hui dans l'entreprise du dispositif dans la pharma. Mais si on devait se poser ensemble la question, Ève et Guillaume, un petit peu une question ouverte sur l'avenir de la division d'omnicanalité, encore la diffusion vers les professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, des choses que vous pouvez partager dans ce cadre-là? Je ne sais pas qui veut commencer, Guillaume ou Ève, allez-y. Hein. Je vais laisser F commencer. Mais j'ai mes idées. Alors oui, bien sûr, de nombreuses innovations nous attendent par la suite. Moi, je pense beaucoup à l'IA, bien sûr, peut-être sans grande surprise, avec la possibilité déjà maintenant et à venir, par exemple, dans l'aide à l'analyse des radios. Je pense également à des sujets de santé mentale, avec, ça existe aussi déjà la possibilité d'avoir des chatbots qui vont accompagner le patient, je ne sais pas, en cas de dépression ou autre. Il y a également pour accompagner le professionnel de santé à rechercher et à trouver très, très vite dans la littérature scientifique des références pour l'alimenter et le driver dans son expertise. Donc, je pense qu'effectivement, de nombreux projets novateurs nous attendent sur la partie IA. Notamment dans le sens conversationnel, peut-être de diffusion auprès des professionnels de santé. Hein. C'est ça que tu dis. Tu dis qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui arriveront, peut-être dans la personnalisation, dans les choses, comment bien adresser en mieux cette partie-là. Bon, intéressant. Hein. De toute façon, on a vu qu'avec ChatGPT, qui a été une petite bombe, un petit os fin d'année 2022, effectivement, c'est des choses qui peuvent effectivement intéresser notre industrie. Et toi, de ton côté, Guillaume, c'est quoi tes croyances autour de ça? Est-ce que tu crois en l'IA ou tu crois peut-être en d'autres choses à l'avenir? Oui, l'IA, forcément, c'est un vecteur d'innovation technologique extrêmement important, aussi de modification des pratiques, des organisations. Donc oui, forcément, l'IA sera au cœur des possibilités et des contenus. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres sujets qui arrivent et qu'on voit de plus en plus sur des questions environnementales, l'environnement et la santé. On sait que la santé, c'est quand même malheureusement un facteur d'impact carbone assez important. Et on voit que les directions, les professionnels de santé s'emparent de plus en plus de ce sujet. Il y a des initiatives en anesthésie réa, il y a des initiatives dans beaucoup de domaines maintenant. Et je me dis que ça va faire partie du contenu et qu'on doit les accompagner. On doit pouvoir faire des propositions, partager les expériences, les bonnes expériences. Donc ça, c'est du contenu qui va intéresser les professionnels de santé. Ensuite, dans la forme, moi, il y a quelque chose. Alors, bon, je ne fais plus ça aujourd'hui, mais je pense que le métaverse, c'est quelque chose qui m'intéresserait et je me dirais, voilà, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, je ne sais pas si ça va marcher, peu importe. Mais en tout cas, je pense que j'essaierai, je ferai des tests de voir ce que ça peut apporter. Parce que ça peut être extrêmement intéressant d'être dans un monde virtuel où on peut aller vers de la simulation en live, où on peut aller vers des formes de cours
assez nouveau. Donc, ça peut peut-être amener quelque chose. Alors, je pense que le replay, pour le coup, là, sera moins intéressant. Mais par contre, un live en métaverse, pourquoi pas? Je pense que ça va venir. Je ne dis pas, encore une fois, hein, je ne juge pas le métaverse, je n'ai pas l'expérience pour, mais c'est une forme intéressante. Après, il y a l'autre chose qui est, est-ce que ça va devenir certifiant? Est-ce que ça va rentrer dans les cursus? Ça, en tant que... Alors là, on est un peu à la frontière, hein, parce que nous sommes une entreprise du DM, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de contenus qui sont utilisés, qui sont diffusés par des professionnels de santé, hein. Les contenus qu'on fait, on utilise des référents français, européens ou mondiaux pour faire ces contenus. Donc peut-être qu'à un moment, il y aura des certificats, des éléments comme quoi chacun aura participé à ce type de contenu. Et je trouve que ça fait sens parce que c'est une vraie chance. Une fois qu'on a fini ses études de médecine, aujourd'hui, on a plusieurs possibilités de continuer à apprendre, hein. L'apprentissage en continu, c'est extrêmement important. Et tout ce qu'on fait tous ensemble, hein, toutes les entreprises qui participent à cela, c'est une vraie chance pour les médecins français, à mon sens. Très bien, on voit qu'il y a effectivement de nombreuses possibilités à l'avenir dans le format qui était un de nos sujets, mais aussi dans la diffusion à travers de l'IA, peut-être du métaverse aussi dans la diffusion. Peut-être que demain, on aura un monde parallèle. Bon, voilà, on peut s'imaginer plein de choses, mais voilà, c'est assez intéressant de se projeter dans ces années à venir. On arrive un peu à la fin du temps qu'on a été imparti. On a une dernière question de sondage à vous soumettre sur un petit peu l'activité qu'on pourrait, enfin potentiellement justement des demandes des pro santé sur des thématiques de sujets de formation. On reçoit de nombreuses demandes de la part des pro santé concernant des contenus de formation. Tu en as cité un, Guillaume, donc tu étais assez prévoyant sur ça, qui est le développement durable, sur les blocs opératoires, développement durable, maladies chroniques, sur lesquels voilà, on a des pro santé qui sont prêts à consulter du contenu sur Univox par des industriels qui viendraient le mettre sur Univox. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre. Ça peut être effectivement intéressant qu'on puisse échanger ensemble sur ces sujets-là. Et on voit que là, voilà, je suis en train de voir les résultats monter. Mais il y a effectivement une grosse proportionnalité entre le développement durable et les maladies chroniques, bon, qui nous paraissent effectivement des sujets extrêmement d'actualité à différents égards. Peut-être qu'on peut mettre fin au sondage et puis le partager à l'ensemble de l'audience. Voilà, donc on a effectivement bon nombre de gens qui pensent effectivement développement durable, parce que tu parlais effectivement, Guillaume, juste avant, et on pense que c'est un enjeu sociétal, mais un enjeu dans la santé également. Et puis les maladies chroniques, bon, voilà, c'est de plus en plus quelque chose dont beaucoup de personnes, malheureusement, sont concernées, et dont les professionnels de santé aujourd'hui, dans les parcours de soins, on a sûrement beaucoup de choses à faire autour de ça. On arrive à la fin peut-être de cette discussion débat. Merci à vous deux. Mais on ne va pas clôturer de suite. On va essayer de répondre aux questions des auditeurs. Il y a une première question. Je te la pose, Guillaume, parce que c'est une question qui vient de Hélène sur est-ce que les formations GI sont payantes pour les médecins? Voilà, c'est une question qui est souvent posée dans l'industrie. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question de ton côté. C'est une bonne question parce que les formations de GI sont majoritairement gratuites, sauf si elles rentrent dans un cadre de formation continue, donc dans des formats, je pense par exemple aux manipulateurs radio dans certains cas, où ils sont formés à BUC, et là c'est une session particulière. Mais toutes les formations digitales que l'on propose, elles sont gratuites. Mais pour autant, on a fait un test effectivement de formation avec un coût, mais des formations beaucoup plus importantes avec énormément de volume, de modules, pardon, avec vraiment un parcours complet, une formation qui puisse se consommer sur téléphone, enfin quelque chose de très élaboré. Et effectivement, on a fait un test sur une formation qui soit payante. Mais il n'y en a qu'une, tout le reste, c'est accessible gratuitement. Merci Christophe merci Guillaume pour ton partage. Parce que c'est une question de Christophe qui vient à l'instant, et je te la retourne aussi, Guillaume. Quel avantage à passer par des plateformes tierces de medical education? Alors voilà, nous on est Univox, une plateforme tierce effectivement, mais d'autres sont présents sur le marché. Je ne sais pas si tu as justement, vu qu'on a pu collaborer ensemble, on peut le dire. Est-ce que tu vois des avantages par rapport à cette façon de fonctionner?
Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Si on veut toucher une communauté qui n'est pas cliente aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle pratique, euh, le fait de pouvoir travailler avec un tiers qui a déjà une communauté, qui peut déjà toucher cette cible, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être plus pertinent. Euh, Nous, chaque entreprise, on a notre bulle. On voit qu'une partie du marché, on n'a qu'une partie des contacts. Donc, travailler avec des plateformes, ça permet ça. Ça peut permettre aussi de proposer une vraie structure catalogue de ces formations. On n'a pas toujours le moyen d'héberger d'une manière claire et facile pour les professionnels de santé pour trouver du contenu. Donc là, les plateformes vont aussi aider. Il y a le côté juridique, j'en ai parlé, hein, il faut faire très attention au RGPD, à tous ces éléments-là. Il ne faut pas que ça fasse peur non plus, ce n'est pas un souci, mais il faut bien connaître les règles. Et du coup, là, le tiers, par son expertise, va pouvoir aider l'entreprise, la guider et faire les propositions qui vont correspondre. Et puis, là, je vous en ai parlé sur le côté connexion au CRM, l'API, ce qu'on va pouvoir utiliser pour connecter au système informatique de l'entreprise. Là aussi, le tiers peut être facilitant. Ouais, petite précision API pour ceux qui n'ont pas forcément ce mot en tête, hein, c'est un connecteur qui permet de connecter, on va dire, deux applicatifs, pour être très simple. C'est la tech pure et dure, mais c'est assez important voilà, quand vous travaillez effectivement des tiers qui ont une API, de pouvoir justement se servir de cette API pour connecter votre CRM ou d'autres outils au tiers avec qui vous travaillez. J'ai une question d'Alexandre, et je te la retourne à toi, Eve. Vous dites qu'il est important de ne pas saturer sa cible. À partir de quand ou comment on estime qu'on sature sa cible? Est-ce que tu as des éléments de partage autour de ce point-là? L'indicateur qui va vraiment vous permettre de ne pas aller trop loin au niveau de la saturation, c'est vraiment le repeat. C'est un indicateur qui vous est communiqué sur toutes les plateformes publicitaires, donc vous pouvez le suivre simplement. Généralement, on dit que lorsqu'un message est diffusé plus de 5 fois, ça commence à être un petit peu too much. Donc, effectivement, c'est vraiment un indicateur à calibrer, à bien doser. Le repeat est important puisque répéter un message publicitaire est indispensable, mais effectivement, il ne faut pas lasser le professionnel de santé. Nous, ce qu'on fait généralement chez InVivox, c'est qu'on change tout simplement les contenus publicitaires assez régulièrement pour apporter davantage de nouveautés dans nos propositions et ne pas saturer l'audience. Ok, j'ai une question un peu qui suit dans la même démarche, donc je te la pose également. Avez-vous vu un changement sur la place des réseaux sociaux avant et après Covid? Alors oui, complètement. Depuis 2020, le digital est maintenant de plus en plus ancré, évidemment, dans les habitudes des professionnels de santé. Du coup, on a de plus en plus d'acteurs, évidemment. Tout acteur qui souhaite communiquer à un professionnel de santé doit maintenant avoir une vraie stratégie digitale en place. On a donc de plus en plus d'acteurs qui diffusent sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des pour et il y a des contre. Je dirais que les avantages, c'est qu'ayant davantage de professionnels de santé sur les réseaux sociaux, on a du coup des algorithmes côté Meta, côté LinkedIn, qui sont toujours plus alimentés, performants, qui connaissent toujours plus les prospects. Et par conséquent, on peut avoir des campagnes publicitaires plus efficaces. Et puis, les petits inconvénients qu'on peut remonter, c'est qu'effectivement, en ayant de plus en plus d'acteurs sur les réseaux sociaux, on a en parallèle une augmentation, on a pu constater une augmentation au niveau des coûts publicitaires, c'est certain. D'accord. J'ai une question de Valérie. Alors, moi, je la trouve intéressante sur cet aspect-là. Quid de Twitter? C'est qu'on n'en a pas forcément parlé. Je ne sais pas si, de ton point de vue de digital marketing, Eve, tu peux nous en dire un peu plus voilà, par rapport effectivement à l'activité dans la santé. Il y a une question autour de TikTok. Je ne sais pas si y a des éléments aussi à partager sur ça. Voilà, peut-être ça peut être intéressant. C'est des leviers, effectivement, sur lesquels, pour le moment, on n'est pas encore positionné chez InVivox. Cependant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à chaque cible, son levier d'acquisition. J'ai complètement l'intention de faire des POC, donc des tests sur ces leviers pour voir effectivement si certaines cibles sont plus réactives sur ces leviers d'acquisition-là. Je pense notamment aux médecins généralistes sur Twitter. Par rapport à TikTok,
TikTok. Je pense notamment aux infirmiers, aux kinés. Alors, on a parfois des levées d'acquisition. C'est là qu'il peut y avoir c'est pas des limites, mais en tout cas, certains levées d'acquisition demandent des productions, un travail en amont bien plus important. Le travail de créa, par exemple, sur TikTok est bien plus important, sophistiqué qu'il ne peut l'être sur Meta. Mais bien sûr, diversifier ces leviers d'acquisition au maximum, les tester, les mettre en concurrence sur la même période seront toujours effectivement des plus dans votre stratégie digitale. Donc, je ne peux qu'encourager de tester toujours plus des nouveaux leviers d'acquisition. Donc, tu veux dire que TikTok n'est pas fait que pour les adolescents qui dansent sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un travail artistique à mener pour vraiment être positionné sur TikTok aujourd'hui. Complètement. Et ce n'est pas du tout un levier d'adolescent. Moi, j'ai été surprise dans d'autres expériences professionnelles, des très, très bons résultats que j'ai pu avoir sur TikTok. À savoir également qu'il y a encore peu d'acteurs en fait, qui se positionnent sur TikTok. Par conséquent, la concurrence est faible. Donc, ça peut être parfois le bon moment d'y aller puisqu'on n'aura personne en face. Et donc, du coup, on aura naturellement des emplacements publicitaires plus faibles. Mais un levier qui fonctionne bien aujourd'hui ne fonctionnera aussi peut-être pas demain. Donc, tester en permanence, être vraiment dans cette dynamique de test and learn, c'est indispensable pour maîtriser, contrôler sa stratégie digitale. Très bien. Alors, il y a deux questions, puis peut-être après, on arrive un peu à la fin, mais qui se rejoignent un petit peu. Alors, quelqu'un que tu nous connais bien, parce que, enfin, qui aime bien Invivox plutôt, parce que une marque, Invivox parle souvent du côté chasseur en mode pour la promotion des contenus. Qu'est-ce que cela implique d'un côté du labo? Et puis, on a un peu une question qui va dans le même sens, comment rendre ce marketing digital humain, favoriser la relation entre personnes et non entre appareils digitaux? Ces questions sont intéressantes. Je peux donner quelques éléments de réponse, puis je peux, Guillaume ou Eve, vous compléterez, mais c'est un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est l'intervention aujourd'hui des forces terrain, de la communication, des supports digitaux, que ce soit des webinars, des émissions, des replays, etc. C'est un vrai vecteur de communication et d'intérêt pour les professionnels de santé. Nous, on dit toujours à nos clients que effectivement, on met en place des canaux digitaux, mais que les forces terrain font partie intégrante de cette division omnicanale. On leur propose même de travailler sur des flyers avec des QR codes pour favoriser l'inscription et l'accessibilité au contenu des professionnels de santé. Donc, c'est vraiment une organisation à mettre en place de façon globale. Et effectivement, hein, ce qu'on voit assez certainement, c'est justement l'efficacité quand on met le réseau des forces terrain en action, l'efficacité des résultats. Et c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il récupère l'intérêt, il récupère un peu ce cercle en disant voilà, je promouvois tel ou tel événement, j'ai des sujets de discussion, et en fait, ils en récupèrent les fruits parce que derrière, il y a tout un travail de data analytique qui leur permettra potentiellement d'accélérer leur cycle de vente, de permettre plus de prescriptions, etc. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux autour de ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter, Eve ou Guillaume, sur ce point-là, précisément. Non, après, on va déborder dans le sujet, dans votre prochain sujet qui est omnicanal. Mais effectivement, une fois qu'on a collecté toutes ces informations, on peut évaluer une proportion d'achat, un désir de changement, l'idée d'avoir des nouvelles pratiques. Donc et ça retourne ça peut retourner en tout cas vers la force de vente, et ça doit. Donc, et côté professionnel de santé, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un mode de communication qui favorise l'interaction pendant le contenu. Là, c'est l'interaction des professionnels vers les professionnels, mais ça, c'est extrêmement intéressant aussi pour eux. Ils lèvent pas toujours la main pendant les congrès. Là, ils ont l'opportunité de pouvoir interroger l'orateur, et ça, c'est extrêmement bien perçu. Petite dernière question, et puis on va clôturer, une question de Aubéry, j'espère que je prononce bien le nom. Comment savoir quel est le levier d'acquisition adapté pour notre cible? Avez-vous des études à ce sujet? Peut-être Eve, tu peux peut-être... c'est toute la complexité, je ne sais pas, voilà, j'espère que tu vas nous avoir une réponse synthétique autour de ça, mais c'est tout l'enjeu aujourd'hui, effectivement, de bien connaître ses cibles et ses canaux. Alors oui, bien sûr, parce qu'avec l'expérience dans la e-santé, on commence effectivement à très bien connaître ses prospects, et évidemment qu'on encourage, en fonction de la cible, des leviers spécifiques.
toujours. On a effectivement maintenant des intuitions qui sont de plus en plus fortes et on sait effectivement que certains professionnels de santé sont inexistants parfois sur certains leviers et d'autres professionnels de santé vont être effectivement, ça va être très simple de leur parler, de communiquer, très rentable sur d'autres. Donc, bien sûr, on a des intuitions parce qu'on a une compréhension de plus en plus fine de nos prospects. Mais je vais répéter encore la même phrase très consultante digitale, mais vraiment testez et ne vous basez pas uniquement sur ce qu'on vous dit. Vous allez parfois avoir de très belles surprises. Donc, essayez, mettez sur une période donnée 2 levées d'acquisition en compétition. Et puis, en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé, c'était du coup ce qu'on se disait avant, comparer la métrique et la performance. Et encore une fois, un levier d'acquisition qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Donc, restez toujours dans cette démarche. Mais oui, on conseille parfois des levées d'acquisition spécifiques à nos clients en fonction de leur cible. Oui, c'est vrai. Bon, on va rester sur ces belles paroles. Merci, on va clôturer cette session. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta participation. Mille merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Eve, d'avoir intervenu sous la casquette Invivox à notre Invivox Academy. Un mot pour la fin, Guillaume ou Eve, de votre côté? Non, tout est bon? Ah, non, moi, c'est un sujet passionnant. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur les contenus digitaux, la formation. Donc voilà, je pense qu'il faut se lancer, mais c'est à bien des titres, c'est très dynamisant et enrichissant. Merci pour ce mot de la fin. N'oubliez pas, en tout cas pour nos auditeurs, vous allez recevoir un mail dans les quelques heures à venir pour noter ce talk. On sera ravis d'avoir vos commentaires et vos notes. On les partagera avec Guillaume et avec Eve. Donc, n'hésitez pas à noter. On se met à nu devant vous. Et puis, on vous dit à la prochaine, on vous dit à la prochaine fois sur Invivox Academy pour le prochain sujet qui est sur l'omnicanal, notamment avec deux invités, Franck Lemeur de la société Tech2Med et Nuala Christol qui est de la société Novo Nordisk. Je vous remercie. Bon appétit. À bientôt. Au revoir. Au revoir.